Bien, bonjour à toutes et à tous. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà suivi un webinaire que j'ai donné lundi sur le digital marketing et la stratégie, et d'autres peut-être pas. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Delphine Selami. Je suis experte en marketing digital chez Hub Brussels. Et donc, j'accompagne les entrepreneurs bruxellois dans la mise en place de leur stratégie de marketing. Et voilà, je les aide sur tout le large sujet du digital marketing. Et donc d'ailleurs, si par la suite, voilà, vous avez, si votre e-commerce est déjà lancé et que vous avez des questions que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller sur le site de Hub Brussels. Sur le site, vous avez un formulaire que vous pouvez compléter pour rentrer en contact avec les différents experts. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, les consommateurs, vous, moi, toute la journée, on a différentes interactions avec le digital. On va faire potentiellement des recherches sur Google, on va peut-être regarder des vidéos sur YouTube. Pour ceux qui ont un compte sur les réseaux sociaux, on va peut-être cliquer notre feed sur Facebook, regarder des stories sur Instagram, etc. Et en fait, la SEO et la SEA dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont capter l'attention des consommateurs tout au long de cette journée sur ces différents canaux digitaux. Alors, d'abord, c'est important de comprendre ce que c'est la SEO et la SEA, comprendre la différence entre les deux. C'est des termes qui peuvent paraître un peu chinois peut-être pour certains, peut-être que d'autres les connaissent déjà. Je vais rapidement ici les réexpliquer. Donc, d'abord, la SEO. La SEO, c'est en fait l'optimisation du ranking de votre site web, de votre e-shop, dans les résultats de recherche Google. Donc, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire gratuitement pour être le mieux ranké possible quand il y a des recherches qui concernent votre secteur d'activité sur votre marché. Et alors la SEA qui vient en complémentarité avec la SEO pour donner de la visibilité à votre site, ça c'est tout ce qui est publicité payante en ligne. Et donc ça va être avec les plus importants, c'est Google Ads et Facebook Ads. Donc voilà, on rentrera aujourd'hui ici un petit peu plus dans le détail. Donc on va commencer avec la SEO. Alors, comme vous pouvez le lire ici, il n'y a rien de pire que d'avoir son site qui est ranké sur la deuxième page des résultats de recherche Google. Je ne sais pas si vous avez déjà, quand vous avez fait une recherche, été sur la deuxième ou la troisième page. Moi, personnellement, peut-être jamais. Et en fait, plus de 90% des utilisateurs sur le web ne vont pas sur cette deuxième page. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est absolument ne pas se retrouver là. Mais on va même aujourd'hui apprendre comment faire même mieux, c'est-à-dire vraiment être ranké le mieux possible. Alors en fait, finalement, votre boutique en ligne, votre site web, il a deux cibles. Il y a évidemment le client qu'il faut séduire, qu'il faut convaincre, qu'il faut informer. Donc il faut le convaincre, mais il y a Google aussi. Parce qu'en fait, finalement, c'est Google qui va faire que ces potentiels clients vont vous découvrir ou arriver sur votre site ou non. Et donc quand je dis Google, c'est l'algorithme en fait de Google Search. Et donc, en fait, sur son site, il faut trouver un peu un compromis entre, évidemment, le design du site, l'esthétisme, le design, l'apparence, aussi l'expérience client. Donc, comment le client va naviguer, comment le visiteur va naviguer sur le site, lui offrir la meilleure expérience. Mais du coup, aussi, il faut tenir aussi compte des critères de l'algorithme Google. Voilà, pour, comme on l'a dit, être le mieux ranké possible. Alors, cet algorithme de Google, moi je parle de Google aujourd'hui parce que c'est le moteur de recherche le plus utilisé, mais en fait, finalement, les autres, si vous utilisez d'autres moteurs de recherche, ça fonctionne de la même manière avec un algorithme. Et les critères vont être les mêmes, en fait, ce sont des critères logiques pour offrir la meilleure expérience aux utilisateurs. Donc, dès que quelqu'un fait une recherche sur Google, oui, eh bien, l'algorithme, en fait, il va scanner toute la toile et il va afficher les résultats qu'il considère être les plus pertinents afin d'offrir les meilleures réponses à ses utilisateurs.
Alors, tous ces critères de l'algorithme, en fait, il y en a des centaines et Google ne les dévoile pas tous. Il n'a pas développé, il ne publie pas la liste de tous ces critères, mais on en connaît quand même certains. Il faut savoir aussi que ces critères, ils peuvent évoluer. Google reste libre de faire évoluer ces critères. On ne connaît pas d'ailleurs le poids tout à fait de ces critères, mais bon, comme je le disais, il y en a certains qu'on connaît et on sait qu'ils ont quand même un poids important. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est ces principaux critères. Alors, il y a des critères qui sont assez simples et hyper logiques et basiques, mais voilà, je vais un petit peu tous les énumérer et puis après, on rentre un petit peu plus dans le détail de chacun. Donc d'abord, il va y avoir la question des langues. Voilà, dans quelle langue votre site va être proposé. La rapidité aussi, la rapidité moyenne de chargement des pages de votre site a un impact. Est-ce que les réseaux sociaux sont connectés à votre site? Le nombre de pages aussi va avoir un impact. Évidemment, la sécurité de votre site. Il faut aussi que votre site s'adapte, on dit en anglais qu'il soit responsive, qui s'adapte aux différents écrans. Et enfin, last but not least, le contenu de votre site. Alors, commençons avec la sécurité. Bon, aujourd'hui, la quasi-totalité des sites sont sécurisés, mais il m'arrive encore dans des entreprises, d'entrepreneurs que j'accompagne, de voir des sites non sécurisés. Donc, vérifiez bien que votre site est bien un site HTTPS et pas HTTP. Le S, c'est pour le certificat de sécurité SSL. Donc voilà, après ça dépend de la plateforme que vous utilisez, mais si vous utilisez des plateformes SAS type Shopify, Wix, vous allez normalement, enfin ça comprend le certificat de sécurité. Voilà, si vous êtes plutôt sur des plateformes comme WordPress ou autres, faites bien attention d'acheter ce certificat de sécurité qui soit bien valide. Donc voilà, mais donc ceci semble logique. Google veut offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs. Bah voilà, il n'a pas trop envie de leur proposer des sites qui ne sont pas sécurisés. Les langues. Alors les langues, bon ici la plupart sans doute le marché peut-être votre marché est sans doute la Belgique, en tout cas au début. Bon, on est déjà un pays multilingue, donc généralement c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des sites français, néerlandais, anglais. En fait, c'est très important parce que de nouveau, pour Google préfère des sites qui sont disponibles dans plusieurs langues. Et c'est surtout qu'en fait, les consommateurs, ils vont faire leurs recherches sur Google dans potentiellement différentes langues. Moi, je peux faire ma recherche en français parce que je suis francophone. Ça m'arrive de faire des recherches en anglais. Si votre site n'est pas disponible en anglais, Google ne va pas trouver la réponse. Le mot recherché ne va pas le trouver sur votre site. Et donc, il ne le proposera pas ou il ne le proposera pas, en tout cas, en premier résultat, de requête. Donc, n'hésitez pas pour votre e-shop à le traduire dans plusieurs langues. Je dirais au moins 2. Voilà. Et dans les 2, évidemment l'anglais. Ça peut effrayer certains de dire, voilà, c'est quelque chose qu'il faut gérer, c'est un travail supplémentaire. Alors, ça dépend un petit peu aussi de ça dépend un peu de votre e-shop, de votre site web. Ça dépend de votre business, en fait. Si vous n'avez pas régulièrement des nouveaux produits ou des nouveaux services, ça va être plus un travail one shot, voilà, avec peut-être pas beaucoup de contenu qui varie. Voilà. Bon, après, si vous avez régulièrement des nouveaux produits, de nouveaux services, donc de nouvelles fiches produits, ou si vous avez aussi un blog où vous mettez régulièrement des articles, ce qui est très bien d'ailleurs en termes de référencement, là, effectivement, ça va demander un peu plus de travail et il faut vraiment l'anticiper. Il ne s'agit pas d'une fois mettre son site dans différentes langues et puis après de ne plus pouvoir suivre et du coup de ne plus pouvoir traduire. Alors, le nombre de pages de votre site va aussi avoir un impact sur le référencement. Google déteste les landing pages. Bon, je pense que les gens ont de plus en plus compris. Il y a eu un petit effet de mode à une période des sites one page qu'on scrollait un peu. Google ne les trouve pas riches du tout. Il a envie de proposer un site qui a différentes pages à ses utilisateurs. Et donc voilà. Et donc en plus, au plus de pages vous aurez, en plus normalement, au plus de contenu vous aurez, et plus Google appréciera. Alors attention quand même.
il peut y avoir, au plus il y a de pages, au mieux c'est, mais par contre, dans la présentation de vos pages, donc typiquement dans un menu de navigation, comme vous voyez ici, on essaye de ne pas dépasser 6, 7 grand maximum onglets dans le menu de navigation. Parce que pour l'utilisateur, ça devient trop. Et en fait, il y a trop de choix ou que visuellement, il y a trop d'options, il ou elle risque de finir par ne cliquer nulle part et rester juste sur la page d'accueil. Et donc, l'option pour ça, si on a plus de pages, au-delà, par exemple, de 6, c'est, par exemple, de faire un menu drop-down, un About, où on peut retrouver contact également, par exemple. Voilà, ou si on a une page pour différents services, on a service, et puis après, on peut lister ces différents services. Donc voilà, donc il faut trouver à nouveau, c'est toujours le même concept, c'est trouver le compromis entre l'expérience utilisateur et répondre un maximum aux critères de l'algorithme de Google. Alors, les réseaux sociaux, ça c'est pas très compliqué, mais voilà, si vous avez un compte ou des comptes sur les réseaux sociaux, surtout connectez-les à votre site web avec une petite icône sur le site. De nouveau, c'est apprécié par Google. Déjà, ça lui permet de savoir que vous avez des réseaux sociaux. Ça lui permet d'avoir une série d'informations et il dit, voilà, en plus pour l'utilisateur, ça lui permet d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça ne demande pas beaucoup de travail, mais c'est un petit truc qui peut, qui a un petit impact positif. Alors, je le disais, votre site web, il est impératif qu'il soit ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire en fait qu'il s'adapte aux différents écrans, aux smartphones, aux tablettes. Aujourd'hui, la plupart des gens naviguent sur leur smartphone. C'est vraiment le nouvel ordinateur. Il y a évidemment encore des gens qui sont sur l'ordinateur, typiquement au travail. Après, ça va dépendre aussi un petit peu de votre secteur d'activité. Voilà, peut-être que les gens, je prends un exemple, je dis pas que c'est la vérité, mais voilà, je sais pas. Pour réserver un voyage, parfois, peut-être qu'un vol, des vacances, on préfère peut-être aller sur un PC, avoir un plus grand écran, et puis après, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de faire. Mais voilà, on va s'acheter des chaussures, hop, on prend son téléphone. Mais ça, de toute façon, c'est des choses. Si vous pluguez Google Analytics à votre e-shop, à votre site web, c'est une data qui est collectée. Donc, vous pouvez aller voir sur Google Analytics le pourcentage de trafic desktop versus le pourcentage de trafic mobile. Donc, allez, je vous encourage à aller le voir. C'est quand même très intéressant. Voilà, si vous vous rendez compte vraiment que la très grande majorité est sur mobile, en fait, quand vous faites des modifications de votre site, vous allez probablement les faire sur le PC, c'est plus confortable, et faites directement aller voir ce que ça donne en version mobile. Parce qu'en fait, responsive, ça veut dire en fait qu'il s'adapte, qu'il va venir les éléments vont se mettre un petit peu autrement par rapport à la taille de l'écran, mais en fait, on n'est même plus dans le responsive, on est vraiment dans l'adaptation. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait que tout se mette l'un en dessous de l'autre. C'est aussi, voilà, quand je suis sur mon smartphone, il faut que mon bouton soit suffisamment grand pour que je clique avec mon pouce. Il faut aussi, pareil pour le menu de navigation, la taille du texte, la taille des images, c'est du texte qui est tellement petit que j'arrive pas à lire. Et ça, c'est pas responsive. Donc voilà, ça, c'est important pour Google. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez facilement vérifier. De nouveau, dépend de votre site web. Il y a des plateformes qui sont par nature responsives. Donc, c'était des plateformes telles que Shopify, Wix, dont je parlais au début. Et puis voilà, après, si vous développez vraiment votre site from scratch, c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir. Alors, la vitesse de chargement des pages. En fait, Google, il va calculer la vitesse moyenne de chargement de vos pages. Donc, pas uniquement la page d'accueil. Il va calculer la vitesse sur chaque page, il va en faire une moyenne. Et plus votre site va être lent, plus vous aurez des mauvais points auprès de Google. De nouveau, c'est logique. Google va offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs. Et voilà, c'est pas agréable d'attendre que des images, une page charge. Il y a des outils pour aller vérifier ça, pour aller checker la vitesse de chargement de sa page. Si je mets un lien, il y a notamment Google, évidemment, qui a des outils, PageSpeed Insight. J'ai mis le lien ici. On a peut-être oublié de préciser en fait aussi que vous recevrez, j'aurais dû préciser ici au début, vous recevrez normalement a priori la présentation, je ne sais pas si ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas dans les jours à venir,
Voilà, sinon, n'hésitez pas quand même à prendre note ici du lien. Il existe d'autres outils. Moi, j'aime bien cet outil parce qu'en fait, il calcule la vitesse de chargement des pages, version mobile et version desktop. On a normalement de meilleurs résultats sur desktop. Voilà, parfois on a des bons résultats sur desktop, mais on mobile pas du tout. Et en fait, avec cet outil, vous allez pouvoir avoir un rapport. Donc, il va pas seulement vous donner un score, il va aussi vous expliquer pourquoi votre site, par exemple, est plus lent. Voilà, tout un rapport avec des recommandations, des détails, des conseils, et des choses qui peuvent être un peu techniques. Voilà. Et si on a un web développeur qui s'occupe de notre site, c'est à lui qu'on va plutôt donner ce rapport. Et puis après, évidemment, il y a une chose qui est sur laquelle vous pouvez jouer, c'est la taille de vos visuels, la taille de vos images, potentiellement aussi de vos vidéos. De nouveau, en fait, il va falloir trouver en fait le juste compromis entre évidemment des images de qualité pour avoir un site pro, mais quand même essayer de réduire un maximum la taille de ces images pour qu'elles soient le moins lourdes possible et que le site soit la page charge le plus rapidement possible. Donc voilà, ça c'est la première chose. Si vous voyez que votre site est lent, n'hésitez pas à aller prendre vos photos, diminuer la taille, réduisez le nombre de pixels, vous faites un texte, vous la re-uploadez, vous vérifiez que ça donne toujours bien, qu'elle n'est pas pixelisée, qu'elle est toujours de bonne qualité. Si vous voyez que c'est trop, voilà, vous reprenez la photo originale et vous la diminuez un petit peu moins, la qualité un petit peu moins, et voilà, et vous testez. Et en fait, après, vous enregistrez un petit peu ces tailles un peu parfaites. Et voilà, et après, c'est de la bonne pratique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ces exercices, on sait que si on met à jour une photo ou si on rajoute une photo voilà, sur tel banner, sur telle fiche produit, on sait qu'elle doit faire telle taille. Et alors le contenu. Alors le contenu, ça c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, c'est logique. Hein. Voilà, enfin je vous le disais, les consommateurs ils vont poser des questions à Google, ils vont chercher quelque chose, poser une question. Donc ils vont dire une série de mots, hein, et donc Google va screener la toile et va chercher les sites où ils veulent plus retrouver ces mots. Pas que, hein, on a vu les autres éléments qui comptaient aussi avant, mais ça va quand même être un gros facteur. C'est quand même, et on le comprend, hein, on est vraiment dans le contenu, c'est ça, dans le contenu, moins dans la forme. Et donc voilà, cet algorithme, l'algorithme de Google, il va screener toute la toile, et puis il va afficher des résultats, il va afficher des sites web, des e-shops, mais il va aussi afficher des vidéos, des images, même parfois il y a la section Google Shopping qui apparaît dans certains cas. Et donc, vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir identifier ces mots dans votre domaine d'activité, sur votre marché, qui sont les plus recherchés, les plus tapés sur Google. Et cet exercice, vous allez devoir le faire dans les différentes langues de votre site. Parce que c'est parce que vous faites la recherche en français qu'un néerlandophone va se poser les mêmes questions et pas juste poser la même question en néerlandais à Google. D'une langue à l'autre, voilà, on n'a pas spécialement les mêmes réflexes. Et donc voilà, dans cet exercice, si vous avez votre site en français, en néerlandais, en anglais, vous allez devoir le faire dans les 3 langues. Et voilà, et moi, faites l'exercice, répertoriez ces résultats que vous avez, vous prenez un fichier Excel, faites une colonne pour chaque langue, et vous gardez bien précieusement ces mots que vous avez identifiés. Et alors, pour aller identifier ces mots, il y a des outils qui sont disponibles. Évidemment, Google en propose. Ici, je vous ai mis le lien Google Trends. C'est un outil, voilà, moi perso j'apprécie. Hein. On peut venir comparer plusieurs mots, des synonymes. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est parce que bon, voilà, vous allez avoir des mots qui vont être évidents hein, et qui vont être recherchés si vous vendez c'est une boisson naturelle, une boisson bio, voilà, vous vous doutez bien que les mots comme bio, boisson naturelle, sans alcool vont être recherchés. Donc, vous allez pouvoir vérifier, hein, parce que parfois, on a aussi des certitudes, on peut avoir des surprises. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de comparer des synonymes. Voilà, parfois, il y a 2 mots synonymes, mais en fait, il y en a un qui va être beaucoup plus recherché dans une langue, en tout cas sur un certain marché. Et d'ailleurs, même pour la même langue, ça peut varier d'un marché à l'autre. Donc, et c'est ça qui est bien avec cet outil, c'est que vous pouvez sélectionner le marché, donc par exemple la Belgique,
par exemple la France. Vous pouvez aussi plus spécifiquement par exemple, sélectionner juste Bruxelles, juste la Wallonie ou juste la Flandre. Voilà, et vous allez pouvoir comparer ces mots. Vous allez voir aussi que vous allez avoir avec cet outil un graphe qui va vous montrer la saisonnalité aussi. Il y a des mots qui sont plus recherchés à certains moments. C'est logique, hein, ben voilà, en fonction de la météo, en fonction des saisons, en fonction peut-être de certains événements, de certaines fêtes. Certains mots vont être plus recherchés. Et alors, une fois qu'on a identifié tout ça, bah, pour en faire quelque chose, on va aller le mettre un maximum sur son site web. Alors, on va évidemment le mettre dans le corps du texte, mais ce qui est très important aussi, c'est de mettre ces mots-clés dans les titres, dans les sous-titres, dans les boutons, enfin sur les boutons, dans le menu navigation aussi, dans les URL de vos pages. Sachez que vous pouvez renommer chaque URL de vos pages. Donc souvent par défaut, on a le nom du site, hub.brussels, et puis parfois donc slash, et puis service, si c'est la page de service. Ça fait que vous pouvez aller modifier ce nom, hein, quand là où vous gérez votre site. Vous pouvez vous rajouter des tirets et aller y mettre justement des mots-clés, voilà, boisson, naturel, bio, voilà. Et ça a un impact parce que ces mots-clés, vous venez les ajouter. Donc, quand Google screen la toile, il les perçoit. Et alors, un dernier endroit où vous pouvez aller mettre aussi ces mots-clés et auquel on ne pense pas nécessairement, c'est derrière les images. Si vous avez des images sur votre site, a priori, je pense que tous les sites en ont. Derrière chaque image, il y a ce qu'on appelle un texte alternatif. Et ce texte alternatif, en fait, c'est le texte qui s'affiche normalement quand une image ne charge pas. Vous avez parfois ça dans des mails, par exemple, que vous pouvez recevoir, dans vos newsletters. Si l'image n'est pas chargée, vous allez avoir un petit texte. Hein. En fait, c'est le nom de l'image, hein, c'est ce texte alternatif qui s'affiche. Et souvent, peut-être qu'on a IMG 006423. En fait, on va aller dans le site et on va aller renommer toutes nos photos et on va aller de nouveau y mettre nos mots-clés. Donc, on met évidemment son nom, sa marque, le nom de son entreprise, hein, et puis on vient y mettre les mots-clés. Et alors, de nouveau, si vous ne l'avez pas encore fait, allez le faire. Et puis après, de nouveau, c'est des bonnes pratiques. C'était comme pour la taille des images. Ben voilà, on sait maintenant que dès qu'on upload une nouvelle photo, on remplace une photo, on sait qu'on va toujours bien vérifier qu'il y a bien un bon texte alternatif avec des mots-clés. Vous pouvez reprendre régulièrement les mêmes, mais n'hésitez pas à changer si vous avez différents produits, différents services. Rajoutez aussi le mot qui correspond évidemment à l'image. Donc ça va être bon parce que ça va mettre encore davantage ces mots sur votre site, mais ça va être bon aussi pour les recherches images. Les gens font des recherches dans Google, parfois ils font des recherches images, et bien du coup votre photo peut apparaître avec le lien vers votre site. Donc ce serait assez intéressant et ce serait dommage de passer à côté. Et alors enfin, là on n'est plus vraiment sur votre site, mais c'est dans votre site que vous le gérez. Il y a ce qu'on appelle les métadatas, les métadonnées. Les métadonnées, c'est le texte c'est le titre et la description, metatitle, metadescription, qui vont apparaître dans les résultats de recherche Google. Donc, si je tape table de jardin, je vais avoir une série dans Google, je vais avoir une série de résultats, sans doute de sites, hein, peut-être même des images Google Shopping, pourquoi pas peut-être une vidéo YouTube. Et en fait, donc dans ces sites, chaque fois, vous allez voir, il y a un titre et puis il y a une description. Et là, de nouveau, on va mettre ça à jour, on ne garde pas ce qu'il y a par défaut et on vient y mettre les mots-clés. On vient y mettre, donc évidemment, dans le titre, on a sa marque, on met une barre et puis on vient y mettre les quelques mots-clés importants. Et dans la description, pareil. Et surtout aussi, on fait attention que ce ne soit pas trop long, qu'il n'y ait pas 3 petits points à la fin parce que les consommateurs, les visiteurs, les utilisateurs ne verront pas la suite. C'est pas comme si on mettait son curseur et qu'on peut voir la suite. Et donc voilà, Google ne va pas apprécier que ce soit trop long. Donc on fait aussi effectivement attention au nombre de mots employés. Alors enfin ici, il y a des outils qui existent qui vont venir screener tout votre site web et vous donner un score de SEO, un score global. Hein. Ici, je vous ai mis SEO Site Checkup.
WooRank était très connu, et toujours connu pour ça. C'était un petit peu leader. Il était gratuit avant. Il est passé, évidemment, une fois qu'il est devenu un petit peu leader, il est passé en mode payant. Il offre toujours un essai gratuit, mais il faut quand même enregistrer sa carte. Moi, personnellement, c'est le genre de choses qui m'énervent. Devoir mettre ma carte, devoir mettre un rappel pour arrêter l'essai gratuit. Donc, j'ai découvert SEO Site Checkup, qui en fait fait le même travail et qui est gratuit. Vous avez un essai par jour. Donc, chaque jour, vous pouvez une fois aller checker pour un site. Évidemment, vous pouvez checker pour votre site, mais vous pouvez aussi aller checker pour un site concurrent. Je veux dire, voilà, bah, tiens, je vais aller voir un petit peu mes concurrents, où est-ce qu'ils en sont dans leur SEO, quel score ils ont, qu'est-ce qu'ils ont l'air de bien faire et de moins bien faire. Donc voilà, et donc sur ce site, vous pouvez faire un site, un URL par jour. C'est assez simple, hein. Il suffit simplement ici de mettre l'URL et puis quelques secondes plus tard, vous avez votre score avec un rapport. Donc voilà, vous avez une note globale. Et puis après, donc il y a les problèmes détectés dans l'ordre de priorité de high, medium et puis low. Voilà, en résumé. Et puis en fait, mais surtout après, vous avez vraiment tout qui est détaillé. Voilà, il va vous parler, checker est-ce qu'il y a bien un meta title, meta description, quelle est la vitesse moyenne de chargement de la page, est-ce que le site est responsive, est-ce que les réseaux sociaux sont bien connectés, est-ce que Google Analytics est bien connecté, etc., etc. Et voilà. Bon, n'oublions pas que c'est une machine hein, qui vient checker ça. Faites attention du coup aussi à ce qui est marqué. Quand il est mis, ah bah, méta titre très bien, méta description très bien. Bah, peut-être parce qu'il y a un mot, parce que c'est pas trop long, mais ça ne veut pas dire qu'il y a tous les mots-clés qu'il faudrait évidemment avoir. Donc voilà, c'est pour ça que bah, il y a des programmes comme ça qui sont là pour venir nous aider, mais il y a des choses que voilà qu'il faut faire quand même manuellement. Et ben voilà, ici on a fait le tour, de la question de la SEO. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont pas très compliquées finalement. C'est un mot qui peut parfois faire un peu peur, mais c'est des choses qui sont pas très compliquées. Il suffit de le savoir. Et puis voilà, et puis de faire le travail. Et surtout, c'est surtout du travail qu'on fait souvent une fois. Voilà, plusieurs langues, plusieurs pages, la sécurité, le contenu, la recherche des mots-clés, voilà. C'est un travail. Euh, Après, on essaie d'appliquer les bonnes pratiques et voilà, les mots-clés, on ne va pas les rechercher tous les mois des nouveaux mots-clés. Faut évidemment refaire au bout d'un moment un peu l'exercice, hein, ça peut un petit peu évoluer. Donc voilà, c'est un exercice qu'on peut faire tous les 6 mois, tous les ans même, c'est suffisant. Alors maintenant, je vais passer du coup à la deuxième partie, la SEA. Donc, vous pourrez poser peut-être toutes vos questions, enfin continuez à poser vos questions. Là, je ne vois pas si vous en posez, mais n'hésitez vraiment pas. Il n'y a pas de mauvaises questions tant qu'on reste dans le sujet. Et voilà. Et donc à la fin, je répondrai aux questions de la SEO et de la SEA. Alors, SEA, comme je vous l'avais dit au début ici, c'est quoi? C'est la publicité payante en ligne. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les moteurs de recherche, sur les sites web. Et donc, bah, il y a deux outils, les deux principaux outils, c'est Google Ads et Facebook Ads. Et donc voilà, là, je vais un petit peu vous présenter les différentes options que proposent l'un et l'autre, et puis un petit peu les comparer. Donc Google Ads, c'est pourquoi? C'est pour la pub sur Google Search. Donc ça, c'est quand les gens font des recherches sur Google. Vous voyez, vous avez des résultats. Vous avez des résultats où il est écrit annonce, souvent avant d'avoir les résultats naturels. Et donc ça, c'est la marque, la boîte qui a payé un terme ou plusieurs termes, plusieurs mots, pour que voilà, quand les gens font des recherches sur ce mot, eh bien, ils apparaissent tout au-dessus. Donc ça, c'est les annonces Google Search. Google Ads vous permet aussi de faire la pub via Google Shopping. Donc ça, c'est les produits qui s'affichent directement tout en haut dans les résultats de recherche. Il y a même un onglet spécial, il y a images, mais il y a aussi shopping directement. Ensuite, display. Display, ça, c'est en fait, c'est faire de la pub via banner sur des sites web. Voilà. Des sites de presse, différents sites, hein. Il y a pas mal de sites qui ont des encarts en fait, publicitaires en ligne. Hein. Et en fait, voilà, il les loue à Google. Hein, et voilà, et vous pouvez louer ces espaces.
Et alors, enfin, toujours avec Google Ads, vous pouvez faire de la pub sur YouTube. Donc là, on est plus sur de la pub vidéo. Donc, il faut, bon, de facto, avoir du matériel vidéo pour le faire. Mais voilà, ça peut être aussi très pertinent, très intéressant. Et alors, il y a Facebook Ads. Donc là, on est sur les réseaux sociaux et ça concerne Facebook, Instagram et Messenger. Vous n'êtes pas obligé, quand vous faites de la pub avec Facebook, de diffuser votre annonce sur les trois. Donc, vous avez cette option. Voilà, vous pouvez en prendre que un ou que deux. Alors, Google Ads. Donc Google Search, voilà, c'est ce que je vous expliquais, hein, ces fameuses annonces. Hein. Ici, tente de camping, bah voilà, Decathlon paye pour que quand on tape tente de camping, peut-être même juste tente, hein, bah son site apparaît au-dessus. Et d'ailleurs, on voit qu'en fait, de toute façon, il était quand même naturellement ranké premier. Parce que voilà, il y a plein de monde qui va sur son site parce que voilà, parce que donc il utilise beaucoup le mot tente de camping sur bien sur ses fiches produits et son site. Mais donc voilà, mais donc ici voilà, la boîte elle a fait le choix ici Decathlon a fait le choix de quand même payer pour ce terme, voilà, pour que peut-être qu'il n'y ait pas un concurrent qui puisse venir payer et arriver au-dessus. Donc je disais YouTube, hein, c'est un peu la pub que vous pouvez avoir pour les gens qui ne prennent pas un compte premium, ce qui est je pense quand même la plupart des gens. Du coup, voilà, ils peuvent regarder des vidéos, mais il y a une pub au début, il y a des pubs au milieu. Et voilà, vous pouvez payer pour être diffusé sur YouTube et vous pouvez, un peu comme partout, hein, vous pouvez cibler. Voilà, vous pouvez cibler, il faut avoir un compte pour être sur YouTube. Donc, a priori, on connaît l'âge, le sexe, etc. Et donc, voilà, ça permet de cibler. Faut pas être Google Shopping, ça évidemment, ça concerne ceux qui vendent des produits, hein, moins des services. Voilà, ici l'exemple, quand on fait une recherche de sneakers sur Google, eh bien, le premier résultat de recherche ici, c'est du Google Shopping, avant même de descendre. Vous voyez à droite, hein, sponsorisé. Voilà, donc ce sont toutes des marques qui ont payé pour ça. Et donc, je vous parlais aussi de display sur des sites. Alors, vous ne pouvez pas choisir les sites sur lesquels vous allez être affiché. C'est Google qui va le faire pour vous, mais il va bien le faire pour vous. C'est son métier. En fonction, en fait, vous allez voilà, me donner une série de critères, hein, une cible féminine, masculine. Ici, par exemple, voilà, on est sur le site du Elle Belgique. On est sur un magazine féminin. Bon, si votre cible est féminine, qu'elle rentre dans la tranche d'âge qui visite ce site, si elle est, ici on a peut-être une cible qui est intéressée par la mode, par le lifestyle, voilà. Donc si c'est votre site, si c'est votre cible ou la beauté, etc. Voilà, ici on a une pub d'Aircos Technique, voilà, diagnostic capillaire. Bon, on est sur du beauty, hein. Ça a du sens de se retrouver là. Alors, Facebook Ads maintenant. Donc, je vous l'avais dit, Facebook, Instagram, Messenger, hein, potentiellement. Donc, Facebook, c'est la possibilité d'avoir un post sponsorisé, hein, donc il va apparaître sur le feed d'utilisateurs Facebook. Hein. Là, vous allez avoir un peu trois options. Soit vous choisissez de mettre un grand banner, soit vous pouvez mettre un carrousel de plus petites photos si vous voulez montrer par exemple plusieurs produits ou services. Et vous pouvez aussi mettre une vidéo. Alors voilà, vous pouvez potentiellement tester les trois pour voir celui qui fonctionnera le mieux. Parfois, on se dit, tiens, j'ai plusieurs produits, donc je vais mettre un carrousel de produits, de plusieurs images, où ça peut être intéressant, mais en même temps, c'est plus petit. Alors qu'une grande image, ça capte plus l'attention. Si vous avez une image qui va capter l'attention, ça peut être peut-être plus pertinent. Et alors, la vidéo, oui, les gens, ils aiment bien les vidéos, ils regardent des vidéos, ils lisent de moins en moins. Mais encore faut-il cliquer sur la vidéo. Donc, ça a son avantage, ça peut marquer la vidéo, on peut faire passer plus d'émotions, pas mal de choses, mais il faut encore faire l'image de cliquer. Et donc, quand on me demande qu'est-ce que je devrais faire, ça dépend de votre business, ça dépend de votre cible, ça dépend de. Mais voilà, si vous avez un doute, testez, faites des petites campagnes à petit budget, et voilà, et vous verrez ce qui récoltera. Si vous visez la même cible, voilà, vous allez faire la même campagne et avec le même texte, hein, etc. Voyez ce qui fonctionne le plus, ce qui va attirer le plus de clics. Alors, il y a Messenger aussi, il y a de la pub, ça étonne peut-être certains, mais maintenant la pub elle est vraiment partout et elle est aussi dans Messenger, au milieu des conversations.
Donc voilà, donc vous pouvez choisir l'option dans Facebook Ads de dire bah voilà, moi je veux qu'elle se diffuse aussi sur Messenger. C'est un réseau social, et c'est l'un des plus utilisés. C'est l'un des plus utilisés. Alors, et enfin Instagram. Donc vous pouvez aussi mettre l'option que votre pub arrive sur Instagram si votre cible, si c'est pertinent, hein, si votre cible est sur Instagram, en fonction de la tranche d'âge, du genre, etc. Et là, bah, du coup, ça s'affichera comme post de nouveau dans les feeds. Et ça s'affichera aussi en story. Voilà, si vous avez la pub, c'est la même en fait, hein, dans Facebook Ads. Et voilà, et elle s'affiche juste différemment. Et donc, souvent, une question qu'on me pose régulièrement, c'est Google Ads versus Facebook Ads. Ça va dépendre de votre business, ça va surtout dépendre de votre cible. Si votre cible n'est pas sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas si elle n'est pas sur Facebook et Instagram, bah, vous n'allez pas utiliser Facebook Ads. Par contre, si elle est majoritairement là, ce serait dommage de ne pas utiliser ce canal. Bon, Google Ads, c'est plus large. Moi, ce que je conseille, c'est de toujours tester. Testez les deux. Faites des petites campagnes, ça ne nécessite pas des gros budgets. Hein. Facebook, vous pouvez mettre 5, 8 euros par jour pendant 8-10 jours. Voilà, Google Ads, vous pouvez vous mettre un budget maximum, vous payez au clic hein, sur les annonces. Par exemple, testez tout ça. Testez tout ça et regardez ce qui a l'air de mieux fonctionner. Ils sont complémentaires. C'était un petit peu l'image que je vous montrais un petit peu ici au tout début de ce webinaire. C'est que toute la journée, les consommateurs, ils sont partout sur leur téléphone, sur leur PC. Voilà, à un moment, on est sur les réseaux sociaux, on va sur Google, on va sur YouTube. Donc voilà. Et donc, pour revenir un petit peu à voilà, à ceci, c'est que il faut que vous essayiez d'aller capter l'attention un petit peu sur ces différents canaux. Et donc, vous avez ce que vous pouvez faire gratuitement, c'est la SEO, vraiment l'optimisation du ranking naturel hein, de votre site. Et puis voilà. Et puis, bah, si vous avez le budget ou si vous pensez que voilà que ça vaut la peine, sachez que la SEA, elle s'oppose pas à la SEO, elle est complémentaire. Hein, vous l'avez vu là avec Decathlon. Elle est complémentaire et voilà. Et les deux ensemble, bah, c'est ce qui vous donnera le plus de visibilité en ligne. Voilà, on a fait le tour hein, de la question de la SEO et de la SEA. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat. Moi, je n'ai pas Alors accès oui, ici au questions. on a des questions et pour la partie SEO et pour la partie SEA. On va peut-être commencer par la partie SEO. Certaines auront peut-être été répondues au fil de ta présentation. Une question de Marc. Est-ce qu'une page Facebook peut-elle être bien référencée en SEO si elle a beaucoup d'interactions et de posts, ou alors est-ce que Google ne référence pas du tout les pages Facebook? Ah si, Google, bah, faites des tests, hein, mais moi, je l'ai déjà remarqué avec des marques hein, qui allaient se lancer, qui n'avaient pas encore leur site web, mais qui avaient déjà une page Facebook. Bah, quand on tapait leur nom dans Google, on avait en première réponse, on avait la page Facebook. Alors, quand on a un site web, généralement, Google va proposer d'abord le site web, hein, mais dans la suite des résultats, vous pouvez avoir la page Facebook. Bah, la page Facebook, effectivement, plus elle aura de followers, plus il y aura aussi de contenu dessus, plus il y aura d'interactions et de passages, bah, plus elle aura d'intérêt. Si la page, si elle est vide et qu'il n'y a personne qui la suit, ça n'arrivera pas dans les premiers résultats. Mais bon, quand on a un e-shop, ce qu'on veut, c'est que son e-shop qu'on veut qu'il soit référencé. Quand quelqu'un fait une recherche sur Google, on veut qu'il arrive sur le site web. Le site web, c'est le hub hein, du marketing digital. Donc, tout renvoie vers le site. Les réseaux sociaux, bah, voilà, Instagram, dans la bio, on renvoie vers le site. Facebook, pareil, sur la page, on a le lien vers le site. Quand on envoie des newsletters, des emails, bah souvent on met le lien vers le site. Ah, voilà, allez découvrir la collection. Donc, le site web, c'est ça. C'est le hub, c'est le plus important. C'est là où il y a le plus d'informations, c'est ce qui doit être le plus soigné.
Et donc voilà. Et donc en fait, l'objectif, c'est que le site web soit le mieux ranké. Mais oui, les pages Facebook peuvent être des réponses apportées par Google, mais pour l'optimisation du ranking, on se focus sur son e-shop. Ok, très bien. Question de Malika aussi. Donc, je crois qu'on est toujours dans la partie SEO. Est-ce que le texte alternatif est aussi possible sur Instagram? Est-ce que ça fonctionne pour plus de visibilité sur Instagram? Le Je ne sais pas si texte vous utilisez alternatif. le terme le texte alternatif. Donc, quand on poste une photo en post, Instagram, il n'y a pas de texte alternatif sur la plateforme. Il y a des hashtags, on peut mettre des hashtags, on peut taguer aussi d'autres comptes. Mais le concept du texte alternatif, c'est pas pour l'application d'Instagram, hein, c'est pour le web. Et voilà, donc il faut pas. Parce qu'il n'y a plus personne. Voilà, faut pas aller trop loin. Voilà. Mais par contre, prenez le temps de bien choisir cet texte alternatif derrière chaque image de votre site avec les mots-clés que vous aurez identifiés. Parfait. Alors, question de Marc, est-ce que c'est encore possible d'apparaître dans les résultats de la première page Google dans les recherches sans payer de publicité? Bien sûr. Bien sûr. Il y en a toujours, hein. Ça dépend de votre secteur, ça dépend de plein de choses et ça dépend de vos concurrents. Effectivement, bon, si vous avez une tonne de concurrents qui payent et qu'il y a une tonne d'annonces, bah, vous allez pouvoir être premier, mais effectivement, vous allez arriver après plein d'annonces. Après, sachez que de plus en plus, les utilisateurs, pas tous, mais une partie de consommateurs voient quand il s'agit d'annonces et certains consommateurs systématiquement ne cliquent pas sur des annonces. Donc voilà, les comportements ils sont un petit peu différents. Moi personnellement, par exemple, quand je fais une recherche, j'évite les annonces, hein, normalement. Voilà, sauf si c'était exactement le site que je recherchais, même s'il y en annonce, je clique dessus. Mais normalement, tout de suite, je scrolle un peu les annonces et je vais essayer de trouver les premiers sites proposés qui ne sont pas de la pub. Donc, ça va vraiment dépendre de votre secteur d'activité, de ce que vont faire vos concurrents. Et alors, si par exemple vous payez pour une annonce, en fait, plus il y a de personnes qui vont acheter, enfin payer pour un mot, plus ça va être cher. Donc, voilà, parfois c'est tellement cher que ça peut ne pas valoir la peine, surtout quand on est jeune entrepreneur, qu'on se lance. Voilà, c'est peut-être pas là qu'il faut aller mettre son budget. Il faut faire le test. Il faut taper ces fameux mots et voir ce qui apparaît. Qui apparaît en premier naturellement? Est-ce qu'il y en a qui payent pour apparaître avant? Voilà, il faut prendre ses décisions aussi en fonction de ça. Super. Ça me permet de faire une transition sur deux questions qu'on a. On savait qu'on allait avoir ces questions. Évidemment, c'est du cas par cas. Tu as déjà évoqué le marché, les concurrents, le prix de certains mots. Voilà, deux questions qui se rejoignent, une de Yves, une de Philippe. Quel est le prix du SEA, Google Ads ou Facebook Ads et quel budget est-ce qu'il faut prévoir pour Google Ads et Facebook pour une très petite entreprise? Ouais. Voilà. Alors ça, voilà, c'est ce que ça mérite, c'est la question à 1 million d'euros. Il n'y a pas une réponse, mais par contre, je peux peut-être vous apporter ici des éléments de réponse. Sur Facebook, il faut savoir que on conseille de faire une campagne entre 1 et 2 semaines, entre 8 jours et 15 jours. En dessous de 8 jours, c'est un peu court parce qu'il faut savoir qu'il faut laisser, l'algorithme de Facebook, il faut laisser un petit peu de temps aussi de tester et je pense que c'est plus ou moins vraiment 2 jours pour qu'il tourne bien. Donc voilà, donc on conseille généralement minimum 8 jours, mais pas non plus au-delà de 15 jours, parce que sinon après, la pub, elle se noie au milieu de plein d'autres. Et alors, ce qu'on préconise, c'est il vaut mieux faire une pub moins longtemps mais avec un plus grand budget que plus longtemps avec un plus petit budget. Donc voilà, Facebook, on peut y mettre à partir de 5 euros par jour. Voilà, si on fait ça pendant 10 jours, ça nous coûte 50 euros. C'est pas un budget monstrueux. Bon, c'est vrai qu'au début, quand on se lance, tous les coûts comptent. Voilà, et après, bon, si on n'a pas le budget, c'est pour ça qu'on commence alors avec le référencement naturel, on commence aussi à se développer sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a une série de choses qu'on peut faire aussi, des concours, des collabs, plein de choses qu'on peut faire pour gagner en visibilité.
Et puis voilà, et puis c'est pas au jour 1 du lancement qu'on fera de la pub payante, mais il y en a qui le font dès le début. Il y en a même avant d'être lancé qui le font déjà pour des crowdfunding, etc. Mais donc voilà, donc je dirais qu'à partir de 50 euros, on peut avoir une pub sur Facebook. Et puis voilà, moi je commencerai avec des petits budgets comme ça, hein, et puis je testerai aussi voir le résultat. Pas hésiter aussi quand vous faites une pub sur Facebook Ads. Normalement, quand vous créez votre pub, donc vous allez la créer à partir de la page de votre entreprise. Donc, il faut avoir un compte Facebook, il faut avoir une page Facebook. Hein. Il faut avoir une page Facebook pour votre marque, pour votre entreprise. Et quand vous la créez, normalement, dans la page de création, je pense qu'il y a un bouton contacter Facebook. N'hésitez vraiment pas à cliquer sur ce bouton. Je pense qu'en ayant peut-être les 10 minutes, il y a quelqu'un qui vous appelle de Facebook, qui vous appelle de Dublin ou ailleurs, qui va aller voir votre page et qui va pouvoir discuter avec vous, de comprendre voilà, quel est votre business et surtout quel est l'objectif hein, de votre campagne publicitaire. Puisque ça aussi, c'est un élément très important. Quand on fait de la pub, il faut savoir pourquoi on la fait. Est-ce que c'est pour avoir de la visibilité, de la notoriété, simplement? C'est-à-dire qu'on n'attend pas un acte d'achat, on n'attend pas une conversion nécessairement, mais voilà, on veut rentrer dans la vie des gens, hein, on veut qu'ils aient connaissance de notre marque, de notre entreprise. Et puis, ça peut être un but. Et donc, voilà. Et par exemple, on va dire, OK, moi, du coup, je vais faire cette campagne pour attirer des followers. Donc, j'aurai un bouton pour aller me follow sur Facebook. Par contre, je peux dire, non, moi, c'est une campagne de conversion, hein, c'est une campagne d'achat. Je vais mettre des produits et j'ai le bouton, genre, acheter maintenant ou découvrir les produits et qui ramène à mon site. Donc, voilà, ça se réfléchit, hein, une campagne comme ça, c'est stratégique. Et donc, voilà, Facebook est disponible, c'est leur intérêt, hein, que vous fassiez des pubs. Donc, ils sont disponibles, ils sont là pour vous aider, pour que vos campagnes elles fonctionnent le mieux possible. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et normalement, si vous êtes en contact là avec un conseiller Facebook, il ou elle devrait vous proposer normalement, après votre campagne, hein, peut-être 10 jours, 10 jours, 2 semaines après, fixer un rendez-vous avec vous. Et comme ça, c'est pour regarder les résultats ensemble et voilà, et en discuter. Et d'ailleurs, on a même souvent après ça, je pense, un bon pour une prochaine campagne. Voilà, donc ça c'est nice to have. Voilà, je pense que je sais plus si c'était une seule question ou j'ai répondu qu'à. Oui, je pense que tu as bien répondu. Ça a même suscité d'autres questions. Ah non, pardon, j'ai pas Non? répondu complètement. Non, parce que j'ai parlé de Facebook Ads, mais je pense que la question elle concernait aussi potentiellement Google Ads. Google Ads fonctionne différemment. Facebook, voilà, on dit c'est autant par jour, donc 5, 10 euros par jour pendant X jours. Et je vois mon budget, du coup, je vois le budget total que c'est. Et voilà. Et donc, Facebook, sur base de ce budget-là, va diffuser. Google Ads, par exemple, pour les annonces, je vais payer au clic. C'est-à-dire qu'en fait, je dis à Google, voilà, moi, mon budget mensuel, il est de 150 euros max. Voilà, ça c'est le max. Et donc, Google, à chaque clic, je vais être, entre guillemets, débité, en fait. Hein. Si personne ne clique sur mon annonce, ça ne m'aura rien coûté. Et je peux l'arrêter aussi à tout moment, quand elle est en cours. Donc, c'est pas le même fonctionnement, mais dans tous les cas, on peut toujours se fixer un budget. Et voilà, moi, je conseille en tout cas, commencer avec des petits budgets. Voilà, si j'ai que 50 euros à mettre aussi sur Google Ads, j'y vais. Et voilà, il faut se dire, voilà, c'est de l'investissement, c'est à la fois un peu de recherche pour voir ce qui fonctionne. Et puis voilà, puis ça pourra même déjà donner des résultats. Hein, mais donc voilà, tester avec des petits budgets et pour établir en fait son budget aussi, en fait, il faut se dire, ok, moi je suis prêt à payer combien pour que par rapport au prix de vente de mon produit, voilà, je vends un produit qui coûte 100 euros, moi, je suis prêt à payer 10 euros, 10% de ce prix, je suis prêt à l'investir en pub pour qu'on me l'achète. Voilà, ça c'est le coût que je suis prêt à donner. Et donc voilà, et donc sur base de ça aussi, on peut avec des calculs comme ça, on peut aussi établir un peu son budget. Puis après, une dernière option, quand on veut vraiment faire beaucoup de campagnes payantes avec une vraie stratégie et de manière assez agressive, parce que ça peut être vraiment payant,
moi, dans les entrepreneurs, les entreprises que j'accompagne, je leur dis à un moment, pas hésiter aussi à faire appel à un expert, que ce soit une agence, que ce soit un freelance. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment experts là-dedans, qui vont pouvoir vous aider à mettre une stratégie en place et qui vont vous faire un meilleur targeting, qui vont aussi un peu vous conseiller aussi un petit peu niveau budget, etc. Donc voilà, si ça fait partie intégrante de votre stratégie marketing digital, euh, n'hésitez pas aussi à faire appel à des experts. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il y a deux questions qui portaient sur des points que tu avais évoqués justement en répondant à une autre question. Oui, tu parlais des concurrents, du prix de certains mots. Donc, tu avais donné l'exemple de Decathlon. Est-ce que, admettons qu'on est concurrent de Decathlon, c'est intéressant d'acheter le mot tente alors que Decathlon est déjà numéro un sur les résultats? Non. Non. Non, malheureusement, c'est un petit peu le problème. Enfin voilà, il y a beaucoup, on est dans un système un petit peu d'oligopole. Je veux dire, Ikea c'est le meuble, Decathlon c'est le sport, La Redoute ça va être la mode et la décoration intérieure, Maison du Monde la décoration intérieure. Voilà, on a un peu ces énormes sites, ces marketplaces qui eux ont des budgets marketing, voilà, qui sont beaucoup plus importants. Donc non, moi si je vends des tentes de toit, des tentes de camping, je vais peut-être pas les payer pour ça parce que ça va me coûter une Pas la fortune et que de toute façon je vais trinquer après. Mais par contre, je vais quand même optimiser le référencement naturel de mon site parce que après les annonces, je serai quand même peut-être sûrement en dessous de Decathlon, mais voilà, peut-être qu'après Decathlon, quelqu'un qui va vouloir chercher un peu plus loin, je serai en dessous. Et puis je vais Tu peut-être seras essayer de peut-être quand même chercher sur la d'autres première mots page. aussi. Que tu dis? Je serai Tu peut-être seras pas sur peut-être la quand même première sur la page. première page. Oui. Quand même, ouais, peut-être pas. Voilà, je ferai mon max, mais voilà, non, il faut être réaliste. Oui, bien sûr, il y a ces géants qui ont un pouvoir, voilà, Ouais. Non, mais voilà, c'est on n'est pas armes égales, mais voilà, du coup, on fait autrement et voilà, et on fait ce qu'on peut. Et il y a des gens qui vont justement pas, qui connaissent Decathlon, ils sont pas intéressés spécialement dans les sorties de Decathlon pour trouver une tente. Par contre, s'ils arrivent à trouver, et puis ils vont peut-être pas juste taper ça, ils vont peut-être marquer, voilà, dans la question de la personne, si elle recherche quelque chose de circulaire, d'éco-responsable, de bio, de belge, de made in Belgium, là peut-être que voilà, il n'y a pas juste le produit, les mots-clés, c'est toute une série de mots-clés, les gens vont faire d'autres recherches. Et voilà, donc là, je pourrais peut-être être ranké avant Decathlon. OK, super. Alors pareil, tu parlais de quel est le but de la publicité? Est-ce que voilà, on cherche vraiment un acte d'achat d'un produit ou de la notoriété? On a une question de Sophie. Est-ce que c'est intéressant pour la notoriété de faire continuellement des publicités Facebook en les renouvelant tous les 15 jours, par exemple? Euh, Continuellement, alors ça peut valoir la peine, effectivement, d'en faire régulièrement. Il y a des marques qui en font en permanence, quasi. Enfin, en fait, ils les renouvellent, c'est plus les mêmes campagnes, mais qui vont les refaire tout le temps. En fait, de nouveau, il faut analyser le retour, il faut tester. Puis, je fais une campagne que j'ai eu et que, voilà, j'ai fait une semaine de campagne et que j'ai eu un trafic de dingue sur mon site, que j'avais pas avant et grâce à ça, je vais me dire, ok, moi, j'ai peut-être pas dépensé tellement d'argent et voilà, et j'ai eu ce trafic-là et du coup, j'ai eu autant de ventes. Mais en fait, moi, peut-être qu'en une vente ou deux, en deux ventes, une vente ou deux, peut-être que ma campagne, elle est remboursée. Donc ça, c'est très personnel et ça dépend. Mais voilà, il faut voir, il faut analyser. C'est pour ça que l'analyse, c'est la partie la plus importante en fait. Il faut l'analyse des résultats d'une campagne. Il faut se donner des objectifs. Il faut suivre ça de près. On se connecte à Google Analytics. On va voir l'évolution du trafic sur notre site pendant cette campagne. Et on va essayer de voir aussi le profil de ces gens justement qui ont été pris par cette publicité en ligne. Mais donc voilà, ça peut valoir la peine de refaire ces campagnes régulièrement et peut-être même toujours exactement la même. Il y en a qui utilisent le même visuel, le même texte, ils ont trouvé ce qui fonctionnait. Puis voilà, de temps en temps peut-être qu'on changera, mais voilà, ça peut, Ok. c'est possible. Alors, je vais vous demander un petit peu de patience. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Je dois faire un petit tri. Peut-être une question de Laura Astrid. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Delphine, sur la balise méta-description? Je ne sais plus si tu l'avais évoqué dans ta présentation.
ou si Oui, c'est une j'ai question. parlé des contents. Oui, C'était voilà. dans la Concrètement, SEO, voilà. qu'est-ce que c'est la balise métadescription? Est-ce que peut-être tu peux revenir là-dessus? Dessus. Donc, les métadatas, parce qu'il y a métadescription et métatitle, c'est en fait les métadatas, donc les métadonnées, c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche Google. Donc, si je tape, en fait, c'est ça. Attendez, je vais vous prendre ici l'exemple avec, justement, ici, on va le voir. C'est ça. Donc, le métatitre ici, c'est tente de trekking, Decathlon Luxembourg City, decathlon.be, ça c'est le métatitre. Et la métadescription, c'est acheter le matériel adapté à vos sorties, qu'elles soient courtes ou durent des heures. Découvrez notre gamme randonnée spécialement pensée pour la pratique de ce sport. Ça, c'est la métadescription. Et donc, il y a métadonnées. Et donc, il y a toujours le métatitre et métadescription. Et il faut, comme je le disais, venir y mettre un maximum de mots-clés. Il faut que ce soit pas trop long. Vous voyez ici, Decathlon, il n'y a pas trois petits points. Ils ont bien mis, voilà, ils n'ont pas dépassé le nombre de caractères qu'il fallait. Voilà, voilà. Alors, question de Sébastien, est-ce qu'il y a des conseils spécifiques pour faire du SEO via un blog plutôt qu'un site web plus classique? Donc, si on a un blog et qu'on n'a pas un e-shop, c'est ça C'est comme ça que la j'entends la question, question? hein. Avez-vous des conseils pour faire du SEO via Euh, un blog? Ah, je pense que d'accord. Alors, en fait, non, je pense qu'ici, il est question de off-site SEO. Moi, là, les critères de SEO que je vous ai présentés ici, c'est ce qu'on appelle du on-site SEO. C'est tout ce que vous pouvez faire sur votre site pour améliorer optimiser votre référencement naturel. Et alors, en dehors de votre site, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent venir améliorer ça. Et c'est donc notamment le fait que l'URL de votre site, par exemple, soit répertoriée sur d'autres sites. Donc, si voilà, vous avez votre boisson ici, il y a des blogs qui vont parler peut-être de nourriture, de healthy, voilà, ou même de lifestyle, qui parle un petit peu de tout, et ils vont peut-être être beaucoup visités. Si ils font un article et s'ils parlent de vous et que surtout ils mettent l'URL, ce qui compte c'est de mettre l'URL du site, Google, quand il va screener la toile, il va voir que ce site-là, il est répertorié là, là, là et là, et il va se dire ah ok, ça c'est quand même un site de confiance, un bon site puisqu'on en parle ailleurs. Et plus en plus les sites qui parlent de vous ont une notoriété importante, plus ça aura un impact. Et ça, Google le sait. Les blogs visités par des centaines de milliers de personnes ou les sites de presse. Si votre URL se retrouve dans un article, parce qu'on fait un article sur vous dans le Trends ou l'Echo, Google sait très bien que l'Echo et le Trends, c'est de la presse, que c'est vu par beaucoup de monde et que c'est sérieux. Et que donc voilà, votre site pour lui sera sérieux. Donc je pense que la question portait là-dessus. Sinon, si la question portait sur le fait qu'on n'a pas un e-shop et qu'on a un blog, le concept est le même, quel que soit notre site, pour être référencé, on applique la même chose. C'est la même chose à appliquer. Parfait. Ouais. Alors toujours AdWords, question d'Anne-Françoise, est-ce qu'on achète des mots uniques ou est-ce qu'on peut aussi acheter des combinaisons de mots? Non, je pense qu'on peut acheter des combinaisons de mots. Tente de camping, c'est une combinaison de mots. Non, je pense qu'on peut acheter une combinaison de mots, ou en tout cas, dans tous les sens, on peut acheter tente et on peut acheter camping. A priori, je pense, voilà, je ne peux pas répondre à 100%, mais bon, il suffit de se connecter sur Google Ads et d'aller voir. Alors, tu avais parlé aussi de… Oui, je t'en prie, vas-y. D'ailleurs, quand vous faites votre recherche de keywords, de mots-clés, typiquement sur Google Trends, vous pouvez chercher des mots, mais chercher aussi les groupes de mots. Parfois, un mot n'est pas recherché, mais en combinaison avec un autre, il est beaucoup recherché. Donc, n'hésitez pas à faire ces groupes de mots. Et d'ailleurs, sur l'outil, normalement, il vous propose même parfois, quand c'est pertinent, il vous propose en dessous, si vous scrollez un petit peu, il vous propose des combinaisons de mots. Voilà. Mais toujours dans la même veine, tu parlais tout à l'heure de synonymes, de trouver des mots à identifier. On a une question de Marie-Laure. Est-ce qu'il vaut mieux miser sur un même ensemble de mots-clés
qu'on va répéter dans le titre, la page, le corps du texte, par exemple crème hydratante de visage, qu'on va vraiment faire répéter, ou Ouais. bien varier le répertoire en alternant hydratation visage, soins apaisants, crème hydratante, pose sensible. Voilà, est-ce que tu auras un conseil à ce niveau-là? Comment choisir au mieux la combinaison des mots-clés dans cet Ouais. espace? Est-ce qu'il vaut mieux répéter, vous décrire Ben, toujours privilégier les mots les plus recherchés. Donc, si tu hésites entre crème hydratante ou je sais pas, hydratation, si c'est crème hydratante qui est beaucoup plus recherchée, mets un max crème hydratante. Donc, mettre un max les mots les plus recherchés. Après, de nouveau, hein, toujours bien trouver évidemment le bon compromis entre. Faut que le contenu ait du sens, en rapport avec le business. Et voilà. Et puis, n'oublions pas qu'il faut convaincre aussi hein, les gens qui lisent ce contenu. Donc, mais voilà, quand on a le choix, on identifie vraiment ces principaux mots-clés et on les met un max. Quoi. Ok, super. Alors, je profite pour dire aux participants qu'on a encore un peu de temps s'il y a des questions qu'ils veulent encore poser, puisqu'on arrive à la dernière question pour l'instant. Question un peu originale d'Alexandra. Comment est-ce qu'on fait quand on a un nom de famille qui est le même qu'une marque célèbre? Donc, comment est-ce qu'on peut être mieux référencé? Ici, Alexandra a un business dans la photo d'art, photo Ouais, artistique. Et voilà, elle a son nom de famille est le ouais, même qu'une autre marque très célèbre. Voilà, est-ce qu'il y a, ok. elle a un moyen de contourner ça et d'être bien référencé? Oui. Oui, oui, oui. Ben, si on a le même nom, on essaye en fait de ne pas prendre exactement le même nom. C'est-à-dire que déjà dans le domaine de son site, si bon, j'invente, hein, si je lance un e-shop, que je veux lui donner mon nom, que je m'appelle Guggenheim et que je veux appeler mon site Guggenheim, je vais peut-être pas juste appeler Guggenheim. Alors, voilà, bon, si j'y tiens, je vais peut-être utiliser mon Guggenheim, mais ça va peut-être être, j'en sais rien, moi, j'invente Guggenheim-Bruxelles, voilà, ou studio. On essaye de le combiner alors en fait avec d'autres mots, mais bon, si on réutilise dans son domaine, c'est ça, hein, finalement, c'est le nom de sa marque. Hein. Euh, un nom qui est super connu, il n'y a rien à faire, il apparaîtra toujours. En anglais, quand on tape SEA, ça veut dire si aussi en anglais, c'est la mer. Eh bien, que ce soit dans l'image ou que ce soit dans Google, si on met pas, par contre, quand on met SEA marketing, Google sait qu'il ne va pas nous montrer des photos de la mer. Mhm. Donc, c'est en fait, c'est un peu la combinaison. Il faut trouver alors, du coup des mots Il avec faut quand même lesquels les trouver un critère de associer. différenciation pour se distinguer de son Voilà. homonyme Mais le plus bon, il connu. y aura toujours cette complexité. Je dirais qu'alors peut-être se dire, bah, est-ce que je vais vraiment utiliser mon nom de famille ou pas? C'est moi, c'est la question que je me poserais vraiment, quoi. Est-ce que du coup vraiment, est-ce que je fais vraiment ce choix? Voilà, est-ce que je vise pas des initiales plutôt, un prénom plutôt, Ouais. voilà. Mais c'est pas à prendre à la légère, hein. Non, c'est pas une petite question, hein. C'est pas une petite question. Et Non, la mais c'est question du coup des particulier. domaines, la question des noms. Voilà, bon, ça n'arrive pas, tout le monde n'a pas ce problème, hein, mais voilà. Ok, super. Non, mais ce sont des bons conseils. Alors, pareil, tu parlais de la presse tout à l'heure. Une autre question de Marie-Laure, qui a été approchée par, bon, je pense qu'on peut citer le magazine, Madame Figaro, pour faire un publi-reportage. Donc, Madame Figaro, apparemment, ils sont très bien référencés. Ils Ouais. tomberont sur leur article. Comment s'assurer qu'ils tomberont bien sur l'article de Madame Figaro en cherchant le business de Marie-Laure? Attends, je regarde parce qu'elle a donné un petit peu plus d'infos. Ouais, un peu. Je vais le Donc, lire Madame verbatim, un petit peu Figaro comme, fait un article sur la marque, c'est ça? oui, je vais le lire comme Marie-Laure l'a écrit. Donc, elle a été approchée par Madame Figaro pour un public reportage. Ils sont très bien référencés et donc on tombera sur leur article quand on me recherchera. Sympa donc, mais est-ce que ça aura surtout un impact bénéfique sur mon propre référencement si on recherche le produit que je propose? Oui, parce qu'en fait, il y aura. Alors, ce qui est très important, et donc il faut le dire à Madame Figaro, ce qui est très important, c'est qu'ils mettent dans cet article en ligne, c'est qu'ils mettent l'URL de son site. Et donc ça, Google va voir que voilà, son site est cité sur Madame Figaro, et donc ça aura
un impact positif sur son site à elle, sur le référencement de son site à elle. Et puis de toute façon, si les gens tombent sur cet article de Marie Figaro, voilà, c'est pas toujours de la publicité. c'est pas un drame, quoi. Voilà, c'est ça. Et au pire, il y aura le site juste après. Voilà. Mais donc oui, non, c'est très positif. Ok, super. Alors, il y a des retours d'expérience mitigés sur les publi-reportages. Voilà, on a une collègue qui a fait appel à un autre magazine pour laquelle elle avait dû débourser une certaine somme, mais pour laquelle le retour n'était pas à la hauteur des attentes, on va dire. Voilà, donc toujours plus prudent sur auquel média vous faites appel et combien vous payez pour un publi-reportage. Surtout qu'il y a une série de médias pour lesquels il ne faut pas payer. Hein. Vous envoyez Oui, vos oui, dossiers de presse là, par on parlait d'un mail. publi-reportage dans Ah l'exemple. oui, là, effectivement. On peut tout à fait bénéficier d'un reportage gratuit Oui. côté de la presse. Au début, c'est ce qu'on essaye en tout cas. Ok. Parce que du coup, il y a Oui, toi, encore par des exemple, questions. Delphine, sur un budget donné, admettons qu'on ait un budget pub online de 1500, 2000 euros. Est-ce qu'il vaut mieux dépenser 1500 euros pour un public reportage ou plutôt le dépenser du coup sur du SEO, SEA avec AdWords et Facebook Ads selon toi? Tu vas me dire, ça dépendra aussi du coût du marché. La SEO, c'est gratuit. La SEO, comme vous avez vu, c'est gratuit. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, moi, je n'irai pas mettre spécialement de budget là-dedans. Si j'ai du budget, ouais, ça peut être intéressant de le mettre dans la SEA, mais du coup, alors, si j'ai du budget, j'irai voir un ou une expert en SEA, Oui. que je paierai, évidemment, mais qui, du coup, qui pourra me faire des campagnes sans doute plus pertinentes, plus performantes. Et voilà, je ne veux pas dire y faire appel toute sa vie, hein, mais si j'avais du budget, versus le public reportage, je ne sais pas, ça dépend combien de personnes y touchent. J'ai envie de dire l'un n'empêche pas l'autre. Bon, si, il y a une question de budget, il faut prioriser, mais est-ce que c'est une opportunité qui se représentera aussi à un autre moment ou pas, ce public reportage? Bon, je ne sais pas répondre à cette question, mais en tout cas, quand on a du budget, ça peut être très intéressant de le mettre en SEA et d'en mettre une petite partie pour que des experts vous aident, quoi. Super. Je ne vois plus d'autres questions. On a pas mal de remerciements aussi sur les 80 participants qui ont assisté au webinaire. Mais voilà, je ne vois plus d'autres questions. Si les participants ou les personnes qui revoient le webinaire en replay ont encore des questions, ils peuvent toujours nous appeler au 18-19. Donc, comme je disais, du lundi au vendredi de 9h à 13h. Alors, si vous avez déjà un business, une entreprise qui est concernée par toutes ces questions-là, vous pouvez aussi contacter directement Hub pour solliciter un accompagnement, notamment avec Delphine. Via le site. Oui, via le site, sur le site de Hub, voilà. Il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer en contact et vous expliquer votre projet. Plus vous donnez l'explication, mieux c'est. Puisque bon, évidemment, pour que moi ici par exemple, pour que je vous accompagne en marketing digital, il faut effectivement que qu'on ne soit pas au stade du projet, mais qu'on soit vraiment sur une entreprise, voilà, un e-shop déjà lancé, avec voilà un business model déjà fait, un plan financier qui tourne et voilà, et il faut faire les choses dans l'ordre, mais voilà, n'hésitez pas. Parfait. Pour celles et ceux qui sont intéressés par les slides, on peut vous les envoyer. Donc, vous pouvez les demander à la même adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire. Je ne suis plus très certain de l'avoir, mais si vraiment vous avez un doute, vous pouvez également demander les slides sur la boîte info du 18-19. Donc, c'est info@1819.brussels. Voilà, mais je propose de clôturer là-dessus. Un grand merci à toi, Delphine, de nous avoir accordé ton temps et partagé un peu ton expertise sur ces sujets-là. Ça a été très apprécié des premiers retours qu'on a des participants. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous.